Le Sénat a ses traditions. À chaque première ouverture de séance de la journée, la garde républicaine rend les honneurs. Aujourd'hui, c'est le président du Sénat qui ouvre la séance. Seconde chambre du Parlement, le Sénat est l'un des piliers de nos institutions où se sont joués de grands actes de notre histoire. Depuis plus de 200 ans, le cœur du Palais du Luxembourg bat au rythme de la vie parlementaire. Avec l'Assemblée nationale, le Sénat est le berceau de la loi. Je vous appelle à l'unité ensemble, monsieur le Président, Victor Hugo à propos de la liberté. Tout le monde le sait, ça montre simplement que vous n'avez pas bien compris. Rive gauche, dans le 6e arrondissement de Paris, le Sénat offre un vaste ensemble architectural qui renferme un précieux patrimoine historique. Chaque année, plus de 50 000 visiteurs viennent découvrir ce palais royal, devenu au fil du temps l'un des hauts lieux de la République. Alors on va s'arrêter 2 petites minutes ici. Je vous rappelle que vous êtes ici dans un lieu de travail. On n'est pas comme dans un musée où on paye l'entrée pour venir visiter. Non, non. Vous pouvez parler entre vous, mais plutôt chuchoter. Il y a des gens qui travaillent un petit peu partout. Donc on n'est pas là pour les déranger. Vous êtes là pour voir ce qui se passe, mais sans les déranger. D'accord ? L'histoire du Palais du Luxembourg, c'est d'abord l'histoire d'une femme, Marie de Médicis, mère de Louis XIII, devenue régente après la mort d'Henri IV. Lassée du Louvre, la reine s'installe provisoirement dans le faubourg de Saint-Germain-des-Prés. En 1612, elle achète cet hôtel entouré d'un grand jardin, propriété du duc de Luxembourg, qui donnera définitivement son nom au palais. Le Petit Luxembourg est aujourd'hui la résidence officielle du président du Sénat. Marie de Médicis étend progressivement son domaine sur 24 hectares. Avant d'édifier son vaste palais, la reine crée d'abord sur ces terres un immense parc qui deviendra l'un des jardins mythiques de Paris, le Jardin du Luxembourg. La première pierre du palais est finalement posée en avril 1615. L'idée de Marie de Médicis, c'est de construire un palais à l'imitation du palais Pitti à Florence où elle a passé son enfance. Elle choisit comme architecte Salomon de Brosse, qui appartient à une grande lignée d'architectes français, les Metezzo. Et en fait, ce palais, avec ses 4 pavillons carrés, cette grande cour entourée de 2 galeries, tient plus à la tradition du château français que du palais italien. Vous êtes ici dans un lieu de travail. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, puisque ça a été ici un lieu de résidence. La résidence de Marie de Médicis. Marie de Médicis, vous vous souvenez tous qui c'était ? La mère de Louis XIII et également la veuve d'Henri IV. C'est dans la salle du Livre d'Or que l'on retrouve aujourd'hui les quelques vestiges de ce qui a pu rester de cette période XVIIe au niveau des décors. Au plafond de cette salle du Livre d'Or, on retrouve par exemple un grand tableau qui représente Marie de Médicis rétablissant l'unité de l'État. On retrouve également dans cette salle un certain nombre d'allégories et de vertus qui représentent la reine. Vous avez également la magnificence royale, vous avez la prudence, vous avez toutes les vertus en fait morales qui sont censées représenter la reine. La construction du Palais du Luxembourg se poursuit sans interruption pendant plus de 15 ans. Mais le 10 novembre 1630, les travaux juste achevés, Marie de Médicis doit s'enfuir. Ce jour-là, dans un des salons du palais, la reine convoque son fils Louis XIII. Florentine dans l'âme, Marie de Médicis exige le renvoi de Richelieu, avec lequel elle est en total désaccord sur l'avenir politique de la France. Richelieu, qui connaît tous les passages secrets du palais, s'introduit dans le salon et provoque une violente discussion. La reine est alors persuadée d'avoir obtenu son renvoi. Mais le soir même, Louis XIII réitère sa confiance en Richelieu et exile sa mère. Le 10 novembre 1630 restera dans l'histoire sous le nom de Journée des dupes. Après le départ de Marie de Médicis, le palais du Luxembourg sert de demeure aux membres de la famille royale. Sous la Révolution, en 1789, il devient une prison.
Après la Révolution, sous le Directoire, le palais change de destin en accueillant pour la première fois de son histoire une assemblée parlementaire. La seconde chambre vient de naître sous le nom de Conseil des Anciens. C'est le Directoire, nettement après la Révolution française, après 89, qui a créé, sous l'autorité du grand juriste qui était Sieyès, a créé 2 chambres. C'est l'apparition du Conseil des Anciens, le nom vient de Rome, puis du Sénat, le Sénat conservateur, le Sénat, la Chambre des Pairs. Bref, depuis lors, on a toujours eu, avec des modalités variées, 2 chambres sous le régime autoritaire et sous les régimes républicains et démocratiques en France. À partir du moment où une résidence princière devient le siège d'une assemblée politique, il va bien falloir l'adapter à sa nouvelle vocation. Et c'est l'architecte Chalgrin qui va être chargé de ces modifications. Donc c'est bien, vous le voyez dans les deux sens. Vous l'avez vu tout à l'heure en bas, il est aussi impressionnant d'en haut. Il va notamment modifier l'axe d'entrée principal du palais pour édifier l'escalier d'honneur. Il souhaite un lieu extrêmement solennel qui conduise les sénateurs au lieu de leur séance. Ça, c'est les premières modifications de l'architecte Chalgrin, avec la création également d'une petite salle, un petit hémicycle qui est conçu pour 80 sénateurs au départ. Bon, cet hémicycle va s'avérer très très vite trop exigu pour 2 raisons essentielles. D'abord, l'accroissement du nombre de sénateurs puis de pairs de France, puisque sous la monarchie de Juillet, on passe à quelques 300 pairs de France. Et il y a une deuxième raison également, c'est que depuis 1830, les délibérations de la Chambre ne sont plus secrètes. À côté de la salle des séances, l'architecte du palais Alphonse de Gisors imagine une somptueuse bibliothèque, aujourd'hui une des plus belles de France. Sa construction, en 1836, fait l'objet de toutes les attentions. L'architecte souhaite créer un espace de travail digne des pairs de France. C'est au grand peintre Eugène Delacroix qu'il confie une partie des décors, et notamment cette grande coupole au centre. Delacroix mettra 6 ans à réaliser ce chef-d'œuvre. Une composition inspirée du chant 4 de l'Enfer de Dante, qui réunit les grands hommes n'ayant pas reçu le baptême. L'annexe de la bibliothèque est l'un des joyaux du palais. Cette immense galerie de 58 mètres de long est accessible aux visiteurs uniquement lors des journées du patrimoine. Une magnifique série des 12 signes du zodiaque du peintre Jacob Jordans orne le plafond. C'est dans cette galerie, et en 1750, que s'est ouvert le premier musée de peinture, qui est ouvert au public. Et ce, bien avant le British Museum. Et en fait, il va y avoir une chose très originale, c'est qu'à partir de 1818, c'est un musée consacré aux artistes vivants, qui vont donc être exposés dans ce musée du Luxembourg. L'annexe possède aujourd'hui près de 50 000 volumes datant du 19e et du début du 20e siècle. Ces ouvrages, axés sur le droit, la politique et tout ce qui peut éclairer la décision publique, s'étendent sur 1,5 km de rayonnage. Nous sommes au 3e sous-sol. Et nous sommes dans la salle où nous entreposons une partie de notre trésor, sachant que comme notre trésor est assez important, nous avons encore dans la pièce voisine plusieurs mètres d'ouvrages précieux qui sont entreposés dans des rayonnages sécurisés, protégés par des chaînes, etc. Là, c'est un petit peu le saint des saints, si vous voulez, pour la bibliothèque. Nous avons pris le parti de les mettre dans ces emplacements sécurisés, à la fois vis-à-vis d'une lumière excessive, d'une humidité excessive, et puis bien évidemment de visites excessives. Alors parmi les ouvrages auxquels nous sommes les plus attachés, il y a ces livres qui portent en eux la trace physique des combats de la Libération en août 1944, voyez. Donc un impact de balles bien visible. Le Sénat avait été réquisitionné par les Allemands et était devenu, pendant l'occupation, le siège de la Luftwaffe pour l'Ouest. Et celui-ci, contrairement aux autres, alors là, il est peut-être encore plus unique parce qu'il a gardé sa balle. Voyez.
En 1940, la Luftwaffe, la direction de l'aviation allemande pour l'Europe de l'Ouest, occupe tout le palais du Luxembourg, cerné par des blocos. À la Libération, en août 1944, les combats violents affectent lourdement le palais. Les dégâts sont considérables. À l'extérieur, les façades sont criblées de balles. Les vitres ont explosé sous le souffle des obus. À l'intérieur, le palais est mis à sac. Même la salle des conférences n'est plus qu'un immense désordre. Aujourd'hui, la salle des conférences est un lieu incontournable du palais. Un espace de rencontre et d'échange pour les parlementaires à la sortie de l'hémicycle. Le jeudi après-midi, 2 fois par mois, c'est ici que se retrouvent également ministres, sénateurs et journalistes après la séance des questions d'actualité au gouvernement. J'ai trouvé quand même que tu étais le ministre vedette aujourd'hui. C'est normal. Combien de questions t'as eu? 4. C'est normal. 4. Oui, parce que j'y vois l'intérêt du Sénat. Oui, sur la crise. Alors nous sommes ici dans la salle des conférences. Elle porte le nom de salle des conférences uniquement depuis 1919, parce qu'il y a eu lieu ici la conférence de la paix, suite à la Première Guerre mondiale, avec un repas en l'honneur du président Wilson. La salle des conférences, c'est l'ancienne galerie du trône. Et elle a été commandée par Napoléon III en 1852. Vous avez cette grande coupole qui est au centre de Jean Hallot, qui représente l'apothéose de Napoléon Ier, mais dans laquelle on voit également l'empereur Napoléon III qui annonce l'avenir un petit peu de la France moderne. C'est dans cette galerie, au centre, à la place de l'actuelle cheminée qui, elle, a été mise en place sous la Troisième République, que l'empereur siégeait sur un trône, le trône qui est toujours dans la salle des conférences, et que l'on disposait sous un dais impérial, et qui était le dais de l'empereur Napoléon Ier, qui était déjà au palais du Luxembourg, dans le premier hémicycle. Vous avez également dans cette galerie, comme décor absolument remarquable, c'est les 2 culs de four qui terminent aux 2 extrémités est et ouest cette grande galerie et qui reprennent en fait l'histoire de la France depuis les Mérovingiens jusqu'aux Bourbons, et ceci donc dans ces 2 grands compartiments de peinture. Ces fresques d'Henri Lehmann sont peintes pour la salle des conférences en 1854. Charlemagne, Jeanne d'Arc, François Ier, le peintre met en scène les plus illustres personnages qui ont marqué l'histoire de France. Je sais pas si elle est ouverte celle-ci. Voilà. Alors, je vous rappelle juste les petites consignes de sécurité. On va rentrer dans les pourtours. Tout autour, c'est l'hémicycle. Vous allez voir, là, c'est un lieu plutôt calme. Donc on reste bien groupé et vous allez pouvoir vous asseoir dans des fauteuils de sénateurs, ça va être intéressant. Voilà, par ici. Voilà, donc vous installez. Sur les 3 premiers rangs, ça va être idéal de ce côté, vous n'êtes pas nombreux. Alors par contre, ce que je vous demanderai bien sûr, de ne pas ouvrir les tiroirs qui sont devant vous, et les feuilles, si vous avez des feuilles, de ne pas les toucher. Dans la salle des séances, on retrouve en fait des sculptures, par exemple, qui représentent des grands souverains et qui ont marqué l'histoire de France. Et vous avez notamment de part et d'autre du grand hémicycle les 2 grandes statues monumentales de Saint-Louis et de Charlemagne. Comme on ne souhaite pas rompre non plus avec l'histoire, il y a également des bustes de grands maréchaux d'Empire comme Lannes, Gouvion-Saint-Cyr, Masséna. Dans le petit hémicycle où siège le président, là vous avez des grandes statues non plus de souverains, mais de grands hommes d'État, jurisconsultes, juristes. On retrouve par exemple le chancelier de l'hôpital, Daguesseau, Malherbe et Portalis, l'un des pères fondateurs du Code civil. Donc c'est pour rappeler donc qu'on est au cœur de l'institution sénatoriale, endroit donc où on élabore la loi. En ce qui concerne le palais du Luxembourg, il y a ici une période très riche en termes d'histoire de notre pays, aussi en termes de legs du passé au travers du patrimoine. Donc nous devons évidemment de conserver ces lieux, de faire attention à conserver ce patrimoine qui est un patrimoine précieux. Et il est normal que nous permettions à des citoyens, à nos concitoyens, de visiter ces lieux. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Sénat, c'est d'abord une chambre du Parlement. Et que nous devons ici, d'abord, penser à consacrer l'essentiel des moyens
à faire fonctionner la démocratie, c'est-à-dire à faire en sorte que les moyens soient utilisés pour bien gérer, pour bien légiférer. 12, Jean-Claude Gaudin. 17, Pierre Mauroy. 19, Badinter. Les sénateurs sont élus pour 6 ans par les grands électeurs, conseillers municipaux, régionaux, généraux et députés. Ils siègent en séance publique ordinaire du mois d'octobre au mois de juin et en séance extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Avant chaque session, les huissiers remettent aux sénateurs une boîte contenant leur bulletin de vote. Dans la galerie des bustes, près de l'hémicycle, dernier passage en revue de la garde républicaine avant l'ouverture de la séance. Le fait qu'il y ait cet apparat, c'est précisément une sorte d'hommage que l'armée rend au pouvoir légitime. C'est le souvenir des dictatures, des coups d'État, etc. Ça veut dire que l'armée protège et s'incline devant le pouvoir civil. Et en même temps, je dirais, c'est un décorum républicain dans un pays qui, tout en étant une république depuis longtemps, a quelques nostalgies de grandeur, de monarchie. Et nous qui sommes un pays de révolutionnaires, je dirais que le Sénat apparaît comme une assemblée de continuité historique. 341 Billard, 342 Bordier, 343 Humbert. Voilà, essayez de ne pas vous bousculer. Alors, je vais vous demander par contre de ne pas dépasser dans la galerie. On ne dérange pas le protocole. Monsieur le Président. Le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État. Il remplace le président de la République en cas de vacance du pouvoir. La séance est ouverte. Le Sénat ne pouvant être dissous, son plus haut représentant assure ainsi la stabilité du pouvoir. La Chambre haute, comme on a commencé de dire, la Haute Assemblée, qui avait pendant toute la Troisième République un pouvoir exactement égal à celui de la Chambre des députés, a affirmé efficacement son rôle d'abord de modération par rapport au mouvement successif du suffrage universel. C'est la Chambre, disait Clémenceau, qui après avoir détesté le Sénat, il a été très heureux et très efficace, c'est la Chambre qui a le temps de la réflexion. Monsieur Gérard Larcher, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président du Sénat. Les sénateurs élisent le président tous les 3 ans, après chaque renouvellement partiel de la Haute Assemblée. Je ferai tout pour que dans 3 ans, des Françaises et des Français sachent vraiment à quoi sert le Sénat. Le rôle du président du Sénat, c'est d'abord de présider une des 2 chambres du Parlement. Une chambre composée de 343 sénatrices et sénateurs qui ont pour mission, constitutionnellement, de faire la loi, de contrôler le gouvernement, mais aussi, par les travaux des commissions, des missions, de tracer, j'allais dire, un certain nombre de prospectives, donc de réfléchir à l'avenir. Puis, ces sénateurs, ils ont la responsabilité, et le Sénat, grâce à eux, de représenter constitutionnellement les territoires, les collectivités territoriales, les communes, les départements et les régions, auxquels s'ajoutent d'ailleurs les sénateurs qui représentent les Français établis hors de France. Voilà, j'allais dire, la responsabilité du Sénat, son rôle et sa place. Pourtant, la place que le Sénat occupe aujourd'hui dans le système législatif français a été remise en question à plusieurs reprises au cours de son histoire. La Haute Assemblée a connu un moment difficile après la Libération, parce que la majorité qui a adopté le premier projet de constitution de la 4e République était en réalité monocamériste. On a pratiquement éliminé la Haute Assemblée. Et c'est grâce au refus de cette première constitution que le second projet, qui a été en définitive accepté par le peuple,
que ce projet a créé une seconde chambre, ou a maintenu une seconde chambre, mais diminué d'influence et d'importance. On l'a appelé le Conseil de la République, dont les membres assez vite ont repris le nom de sénateurs. Il a pu progressivement installer son rôle. Mais il faut attendre 1958 pour que le général de Gaulle, dans la Constitution de 1958, la Constitution où Michel Debré, qui avait été conseiller de la République, joue un rôle important, recrée un Sénat. Dès le début de la Ve République, la Seconde Chambre connaît une nouvelle crise. En 1962, le président du Sénat, Gaston Monnerville, défend le rôle de la Haute Assemblée en s'opposant au projet de référendum du général de Gaulle qui crée l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Dans son discours du 9 octobre 62, c'est l'utilisation du référendum que dénonce violemment Gaston Monnerville, un principe qui empêche le Parlement de s'exprimer sur une réforme alors essentielle de notre Constitution. Le Sénat a été installé dans une sorte d'opposition boudeuse qui a duré jusqu'à l'arrivée de Georges Pompidou à l'Élysée à la suite du général de Gaulle en 1969. Et la chute de Gaulle est survenue à cause de l'échec du référendum d'avril 1969 qui avait prévu une évolution profonde du Sénat. Les sénateurs ont pensé que c'était un projet qui consistait à estourbir leur assemblée et à lui ôter tout pouvoir. Dans le bureau de vote des grandes villes, toutes les urnes ne sont même pas encore ouvertes. Mais déjà, grâce à l'électronique, les Français savent que le non l'emporte. À 0h11, dans la nuit de dimanche à lundi, le général de Gaulle, qui avait mis son mandat dans la balance, rend public un communiqué laconique de 18 mots. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Le président de la République par intérim, M. Alain Poher, arrive en voiture ce matin à l'Élysée. Il est 9h30. En 1969, après la démission du général de Gaulle, les Français découvrent pour la première fois le rôle du président du Sénat qui assure l'intérim en cas de vacance du pouvoir. Pour écouter la Marseillaise. En 1974, le président du Sénat, Alain Poher, assume une seconde fois cette lourde tâche après la mort du président de la République, Georges Pompidou. Ce soir, M. Alain Poher a regagné son domicile au Palais du Luxembourg. C'est naturellement un rôle qui, dans ce cadre-là, est un rôle dont on souhaite qu'il demeure totalement virtuel et simplement écrit dans la Constitution. Au Palais du Luxembourg, la résidence officielle du président du Sénat est une sorte d'enclave sécurisée, protégée par des grilles. C'est la grille qui sépare physiquement le palais du Petit Luxembourg. Alors cette grille, elle est là uniquement pour une seule raison, c'est que le Petit Luxembourg est un terrain militaire dont la sécurité est assurée par la garde républicaine. Donc c'est d'abord une limite physique, c'est-à-dire que la garde républicaine assure la sécurité du président 24 heures sur 24. Le Petit Luxembourg est surtout le lieu de travail du président du Sénat. Quand il ne préside pas la séance dans l'hémicycle, il se retrouve ici, dans son bureau, entouré de ses proches collaborateurs. L'étage offre une succession de salons privés. Il se transforme chaque jour en espace de travail en fonction de l'agenda du président. Son rôle de président commence le lundi soir, le mardi et le mercredi, et c'est à ce moment-là que tout va se concentrer pour qu'il puisse être présent aussi bien auprès des sénateurs, aussi bien auprès du gouvernement et aussi bien auprès du président de la République. Donc nous, on a déjà préparé cette table et l'accueil de ses invités. 2 fois par mois, le bureau du Sénat se réunit dans le grand salon. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Le bureau, c'est l'organe de direction du Sénat. Donc, il a vocation à s'occuper de tout. C'est un organe collectif qui comprend le président, bien sûr, les vice-présidents, les questeurs et un certain nombre de secrétaires, de façon à assurer la représentation proportionnelle. Les questeurs sont d'abord des sénateurs comme tous les sénateurs, c'est-à-dire qu'ils participent à l'action législative du Sénat comme tout autre sénateur. Mais en plus, ils ont une responsabilité particulière, c'est de gérer la maison, c'est-à-dire de préparer le budget, de vérifier
l'exécution du budget, d'être dans toutes les décisions qui concernent le fonctionnement et l'investissement de la maison. C'est-à-dire autant le travail sur le patrimoine, sur les bureaux, sur les moyens qui sont attribués aux commissions pour travailler, sur l'organisation de la vie matérielle du Sénat. Au Sénat, chaque semaine, de nombreuses réunions ont lieu dans les différentes salles du Palais. Ce matin, un groupe de sénateurs de la Commission des finances étudie l'un des projets de loi qui occupe la plus grande partie de la vie parlementaire chaque fin d'année, le projet de loi de finances. C'est en commission que les parlementaires découvrent pour la première fois les textes de loi qui arrivent au Sénat. Il y a le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement, d'un projet adopté par l'Assemblée nationale et qui nous est transmis par le gouvernement. Il y a le dépôt d'une proposition de loi par un ou plusieurs sénateurs. Le moment le plus important, le départ en tout cas, c'est le renvoi, ce qu'on appelle le renvoi en commission. Et là, c'est la phase de découverte du texte, de questionnement sur les raisons pour lesquelles il a été déposé, sur les conséquences qu'il peut avoir sur la société ou sur le domaine concerné. Et ce travail est dirigé au sein de la commission par un rapporteur qui est élu par la commission pour chaque texte. On est en commission, là, on n'est pas pour... Je vous donne notre conviction. J'essaie de le faire sans polémique, de manière la plus honnête possible, monsieur le rapporteur. On peut avoir tort, mais au moins accepter d'en débattre. Monsieur Duluard voulait réagir à votre propos. Aujourd'hui, au travers de nos provinces, on s'aperçoit que de nombreuses banques, lorsqu'elles sont sollicitées par les PMI, PME, ne réagissent pas. Le Sénat compte 6 commissions permanentes. Les affaires culturelles, économiques, étrangères, les affaires sociales, la commission des lois et la commission des finances. Quelle que soit son appartenance politique, chaque sénateur appartient à l'une de ces 6 commissions. Lors de ces réunions, les sénateurs apportent des modifications au texte de loi, autrement dit des amendements. Je mets en voix cet amendement d'appel. Qui est favorable? Je vous remercie. Qui est contre? Une voix contre. Il est approuvé. Il peut se faire que l'auteur de l'amendement soit un membre du groupe communiste ou du groupe socialiste. Ce n'est pas le cas le plus fréquent dans la configuration politique actuelle, mais il peut arriver qu'il fasse partager son point de vue par une majorité de membres de la commission, et alors son amendement va devenir un amendement de la commission. J'ai bien entendu le rapporteur général, j'ai trouvé effectivement... Le nombre d'amendements, c'est plusieurs milliers. Pour prendre l'exemple de l'année parlementaire 2007-2008, c'est pratiquement 6 000 amendements. Sur ces 6 000, à peu près 30% ont été adoptés. Et parmi ces amendements adoptés, les amendements présentés par les commissions ont le plus fort taux d'adoption, ce qui montre que la commission a un rôle de maturation et finalement peut s'imposer, y compris face au gouvernement. Je crois qu'on a trop cédé dans la préparation du plan à l'idée qu'on peut relancer l'économie par le secteur public national, les entreprises publiques et les collectivités territoriales. Et franchement, si on pouvait convaincre le gouvernement de ne pas mettre en place une usine à gaz pour contrôler les 700 ou 800 000 euros que ça leur représentait dans ma commune, je pense que le Sénat ferait œuvre utile en direction de ces collectivités locales. C'est parce qu'il y a un bon débat, un travail de fond en commission, que le travail en séance publique est reconnu de qualité. Le Sénat n'est pas l'Assemblée, et heureusement. Si le Sénat devait être le clone de l'Assemblée, nous aurions tôt fait de démontrer l'inutilité d'une deuxième chambre. Je crois que le Sénat aussi, dans un moment d'angoisse, dans un moment de crise, peut être aussi une assemblée qui rassure, qui conforte, et qui réfléchit avec beaucoup de pragmatisme. Non pas du tout par antinomie avec l'Assemblée nationale. Au contraire, nous devons trouver cette complémentarité, cette richesse. C'est ce à quoi je travaille avec le président de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas le même mode électoral, et ça, c'est la richesse du bicamérisme. Pour les sénateurs, le passage en séance dans l'hémicycle est la partie visible de leur travail. Une dizaine d'huissiers les assistent pendant la durée des débats. Avec les sénateurs, ils sont les seuls autorisés à se déplacer dans les travées.
Les huissiers distribuent les amendements et tous les documents utiles aux parlementaires pendant la séance. Ils assurent la sécurité et contrôlent les entrées vers la salle des séances, en particulier l'accès vers le plateau, où siège le président ou l'un de ses 8 vice-présidents. Quelquefois, il y a des manifestations, donc on essaie de faire le nécessaire pour protéger les sénateurs. Nous sommes là pour ça aussi. Car il y a déjà eu des incidents. Nous avons eu des spectateurs qui ont assisté à la séance, et il y en a un qui a sauté dans l'hémicycle. Donc nous avons été obligés, mes collègues l'ont attrapé et l'ont sorti tout de suite. Du modèle de l'audiovisuel public français. Le passage en séance est aussi le moment de la confrontation des opinions entre les sénateurs des différents groupes politiques. Il y a une discussion générale, mais surtout il y a une discussion que nous appelons des articles. Sur chaque article sont appelés successivement les amendements, et chaque auteur peut s'exprimer, et à cet égard, le dispositif français est traditionnellement assez libéral, puisque chaque sénateur dispose de 5 minutes pour exposer son amendement. La parole est maintenant à monsieur Michel Thiollière, rapporteur de la Commission des affaires culturelles. Vous avez la parole, mon cher collègue. C'est une maison où on peut dialoguer. C'est une maison où nous avons clairement des engagements politiques, mais où en même temps, les frontières entre les groupes politiques ne sont pas des frontières étanches. Ce ne sont pas des frontières qui s'ignorent. Il y a aussi des majorités thématiques qui se créent ici. Il y a un dialogue. Et c'est aussi la richesse du Sénat, ce qui n'exclut pas à certains moments des affrontements, mais c'est aussi la règle en démocratie, et c'est aussi le rôle. Mais ici, on a parfois caricaturé en disant mais tout se passe sous la moquette. Non. Ici, tout se passe en essayant de s'écouter les uns les autres. Nous sommes minoritaires, c'est beaucoup plus difficile, d'autant que nous sommes minoritaires depuis longtemps, j'allais presque dire depuis toujours. Qu'on pourrait avoir le sentiment qu'il y a ici une majorité inamovible, donc nous serions condamnés ad vitam aeternam à jouer un rôle de figuration, d'opposant éternel. Mais nous avons beaucoup de raisons aussi de nous sentir utiles dans le travail que nous faisons, parce que on constate que sur la quasi-totalité des textes, le travail qui est effectué ici au Sénat, tous sénateurs confondus, contribue très largement à l'élaboration de la loi. Et je crois qu'on a pu constater dans les statistiques que 40% des textes de loi qui étaient produits l'étaient par le Sénat. Les services de l'État, mais aussi les associations. Quand on est un groupe de 24, alors que évidemment la majorité a à peu près 200 sénateurs, le Parti socialiste 116 à l'heure actuelle, on voit bien que à la proportionnelle des groupes, si on devait être corseté par notre nombre, nous ne compterions pas beaucoup. Mais le Parlement, c'est autre chose. Le Parlement, c'est la présence, c'est l'activité des parlementaires. Et donc, mon groupe s'honore, entre guillemets, d'autres pourront vous le dire, d'être assez présent. Je ne dis pas que tout le monde est toujours là, hein, ce serait très exagéré, mais d'être assez présent et de beaucoup intervenir dans le débat public, c'est-à-dire dans l'hémicycle. En dehors de leur travail dans leur département, les sénateurs viennent au Sénat 3 jours en moyenne dans la semaine. La vie du palais est alors rythmée par leur présence. Aujourd'hui, le Sénat est une véritable cité bien structurée dans son organisation. Le Sénat est une grosse PME de 1200 personnes, sans compter bien sûr les 343 sénateurs et leurs assistants qui sont à Paris et en province. Il abrite un personnel qui est de différentes catégories, des administrateurs, des secrétaires, mais aussi des agents qui constituent presque la moitié de l'ensemble du personnel. Le métier d'agent, c'est surtout une question de sécurité au niveau du palais, de surveillance au niveau du palais. Après, tout un panel d'actions qui va de la réception à la conduite de visite, à la surveillance des séances. Galerie des Bus, monsieur Bossuet, bonsoir.
Les sénateurs, on met quelques temps avant de tous les connaître. Et il est vrai que quand on est en poste, comme on appelle de jeunes, il est plus difficile parce qu'on est moins en contact avec eux. Mais par contre, lorsqu'on devient en poste d'ancien, comme par exemple lorsque je fais l'escalier d'honneur, on les voit plus souvent. Et puis il y en a avec qui on a fait des visites, donc on a gardé de bons souvenirs. On a rarement de soucis avec les sénateurs. Moi, j'en suis sénateur. Je prends Dodoli si vous voulez. Je prends Dodoli. Ça va aller, monsieur. À la présidence, une grande soirée se prépare dans les salons Beaufranc, du nom de l'architecte qui les a décorés au XVIIIe siècle. Entre les deux buffets, je mets un grand écart là, pour qu'on puisse circuler entre les buffets. Encore un tout petit peu. Pour la première fois depuis son élection, le président du Sénat reçoit les 200 ambassadeurs étrangers résidant en France. Pas d'allons là-bas ? Toutes les équipes de la présidence sont mobilisées. Elles n'ont que 2 heures pour tout mettre en place. Voilà, on est bien là. 12 maîtres d'hôtel travaillent exclusivement pour ce genre d'événement. L'ensemble des maîtres d'hôtel, l'ensemble des cuisiniers, l'ensemble des acteurs d'accueil, l'ensemble des huissiers qui vont être présents savent parfaitement ce qu'ils ont à faire et leurs missions sont simples et définies. Donc chacun restera dans son périmètre de travail et normalement il n'y a pas de problème. Et si jamais il y avait une défaillance, je serai là pour rappeler la mission prioritaire. On prévoit longtemps les choses à l'avance, c'est-à-dire que la finalisation de ce qui se passe là, c'est la concrétisation de travail d'organisation de 10 jours. Comme on travaille à 10 ou 15 jours en avance, ça permet de se concentrer sur l'essentiel le jour où ça arrive en fait. Les meilleurs ouvriers de France ont été recrutés pour les cuisines. Ils composent les menus pour les grandes réceptions. Ils préparent aussi les déjeuners et les dîners du président et de ses collaborateurs. Juste en 4, voilà, c'est tout. Dans leur atelier du Jardin du Luxembourg, les fleuristes apportent la touche finale. Ils créent toutes sortes de bouquets en s'adaptant à chaque décor et à chaque type d'événement. On reçoit d'abord le mercredi de l'intendant du Sénat le calendrier des réceptions pour la semaine à venir. Donc en fonction de ça, on achète les fleurs. Donc ça, il faut, bon, c'est une question d'expérience, évaluer le nombre de fleurs à acheter pour tout le monde. On est complètement libre dans la créativité ainsi que dans l'achat des récipients et des fleurs. On répond juste aux exigences de taille pour certains lieux, comme les grands salons, les hauteurs de plafond, les endroits où il y a des miroirs où le bouquet doit se voir arrière-avant, sur les côtés, ou un bouquet qui... Bon, contrainte de taille à cause des tableaux qui ne doivent pas être cachés. Bon, tout ça, on connaît tous les lieux. Sinon, si on ne les connaît pas, on nous impose certains critères. Chose curieuse, c'est les gens du palais pensaient que le fleuriste était extérieur au Sénat. Ils ne savaient pas que c'était des employés du Jardin du Luxembourg. Le Jardin du Luxembourg appartient au Sénat. Les personnels qui travaillent dans le jardin, les jardiniers, les surveillants, ce sont des personnels du Sénat. 128 personnes travaillent dans le jardin, pour le Jardin du Luxembourg, financés par le budget du Sénat. L'action que nous devons avoir doit être au service du public. Nous avons entre 5 et 6 millions de visiteurs dans les jardins du Luxembourg tous les ans. Et je pense pouvoir dire que c'est sans doute l'un des plus beaux, sinon le plus beau jardin de Paris. Mais les promeneurs du Jardin du Luxembourg ignorent sûrement que se cache discrètement sous une serre l'une des plus belles collections d'orchidées venues du monde entier. Le Sénat gère et entretient cet exceptionnel patrimoine végétal de 1500 espèces différentes d'orchidées. Les jardiniers manient avec la plus grande précaution ces plantes délicates qui poussent seulement après plusieurs années de culture in vitro. Dans cette collection, nos missions sont bien sûr de sauvegarder un patrimoine très rare, très précieux, très fragile. L'illustration avec cette espèce qui vient du sud-est de la Chine et qui est fortement menacée dans son milieu d'origine. Une autre illustration
Au niveau horticole, cette fois-ci, avec Paphiopedilum hybride Mabel Sanders, qui a été créé par nos prédécesseurs en 1919. Donc c'est une plante qui a bientôt 90 ans d'âge. Là, vous avez l'une des dernières plantes de la collection et elle illustre assez bien quand même cette grande richesse de cette collection du Jardin du Luxembourg. Pour la battue, c'est parti. Fermeture. Fermeture du jardin, messieurs, dames. Fermeture du jardin. Fermeture. S'il vous plaît, faut sortir. Non, la sortie en face, merci. Donc vous le savez, ce soir on reçoit l'ensemble du corps diplomatique. C'est une soirée très importante pour Monsieur Larcher. C'est sa première face à l'ensemble des ambassadeurs étrangers vivant en France. Donc une réception est donnée. Vous l'avez vu, plusieurs buffets ont été dressés. Le timing, c'est 18h arrivée du président qui sera présenté à l'ensemble des ambassadeurs. Ensuite, l'ensemble des ambassadeurs vont entrer dans les salons de la tapisserie. C'est à ce moment-là que vous allez intervenir. Le Sénat, à travers son président, représente la voix de la France. Il entretient régulièrement des relations avec les parlements et les gouvernements étrangers. Bonsoir, monsieur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Doman. Monsieur l'ambassadeur, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Je sais les qualités des relations. Merci. Le Canada et le Sénat, ce qui donne l'occasion d'échanger. Mon épouse. Très content, madame. Bonjour, monsieur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Croatie. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Très heureux de vous accueillir. Pour le président du Sénat, la réception de ce soir est une première prise de contact avec l'ensemble du corps diplomatique étranger. Les ministres viennent régulièrement au Palais du Luxembourg pour présenter leur projet de loi. Ce jour-là, après une première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'audiovisuel arrive au Sénat. La ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel, vient défendre son texte devant les sénateurs. Les dirigeants de l'audiovisuel public qui seront nommés selon cette procédure procéderont d'une triple légitimité afin de mieux diffuser la culture française et francophone. Les débats sont publics et enregistrés par les caméras du Sénat installées dans différents points de l'hémicycle. Notamment la création au printemps dernier. De nouveaux éléments qui ont finalement trouvé leur place au milieu de ce décor historique. Il y a pas mal de contraintes pour faire fonctionner une assemblée qui se veut moderne dans un palais national avec beaucoup d'or et beaucoup de dorures. Donc, à l'intérieur de ce palais historique cheminent tous les éléments les plus modernes. Nous entrons dans une nouvelle ère. Régie, studio, nodal. Tout ça aux normes numériques et broadcast qui permettent donc, dans un palais historique, d'assurer une image du Sénat tout à fait contemporaine. Les pays donateurs, et en particulier la France... 1000 téléviseurs installés dans les bureaux, les couloirs et les différentes salles du palais permettent aux fonctionnaires et aux sénateurs de suivre le déroulement des séances. Ce sont deux points absolument fondamentaux et sur lesquels nous restons... Le Sénat a également une chaîne de télévision, la chaîne Public Sénat. Quelques-unes de ces émissions utilisent le décor du palais comme studio d'enregistrement. La citoyenneté, ça passe toujours par l'information des citoyens. Et dans le domaine institutionnel, cette information est toujours insuffisante. La chaîne parlementaire, elle contribue à fortifier cette information des citoyens, à faire découvrir la pratique quotidienne des deux assemblées, à faire mieux comprendre le rôle de chacune d'entre elles et à peut-être découvrir
ce que l'on peut appeler les coulisses de la loi, les coulisses du travail parlementaire. Les sénateurs de gauche ont quitté l'hémicycle dès l'ouverture des débats sur le projet de loi, sur l'audiovisuel, pour contester... Cela peut, ça j'en suis convaincue, changer la perception qu'ont les Français de cette Assemblée, du Sénat, qui historiquement est vécu comme une chambre de notables, de pairs, désignés et non élus, même si l'élection maintenant tout de même est reconnue par tous. C'est une chambre qui est vécue comme aussi un peu une chambre d'anciens, même si la moyenne d'âge y a beaucoup baissé, même si aujourd'hui la parité fait que les femmes y sont nombreuses, proportionnellement plus nombreuses qu'à l'Assemblée, il y a une image à transformer du Sénat pour que les citoyens comprennent comment il intervient dans ce dialogue parlementaire. Je constate que le présent projet... Pendant la séance, dans l'hémicycle, des secrétaires mettent à jour les modifications apportées par le Sénat sur les textes en discussion. Ce document synthétique et provisoire, appelé la Petite Loi, est mis en ligne sur le site du Sénat. Ici même, par un certain nombre de sénateurs de la majorité. Au fur et à mesure du déroulement du débat, nous préparons, grâce à ces outils, le texte qui va être le texte du Sénat, c'est-à-dire dans les 5 minutes de la fin du débat, on peut vous donner le texte voté par le Sénat, ce qui est un progrès important et surtout ça permet aux citoyens, c'est le point le plus important, de suivre, s'ils le souhaitent, en direct les séances, puisqu'il y a une retransmission permanente des séances du Sénat sur Internet, et on peut obtenir des documents, savoir où en est le débat, et quels sont les travaux en préparation. Dans une des salles situées autour de l'hémicycle, des dizaines de secrétaires écoutent et retranscrivent l'intégralité des débats. Chaque intervention de sénateur ou de ministre, chaque incident ou interruption de séance doit avoir une trace écrite. Ces secrétaires travaillent au rythme de la session parlementaire, de jour comme de nuit. Leur compte-rendu intégral est publié dans le journal officiel et accessible sur le site du Sénat. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. En séance, le vote va commencer. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront... Le scrutin est public. Un bulletin rouge. Nous allons procéder au scrutin. Il est organisé et contrôlé par les huissiers. Chaque parlementaire prend les bulletins qu'il convient pour aller voter. Le scrutin est clos. J'invite messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. On prend les urnes, on les verse dans une panière. Mes collègues montent sur le plateau. Les balances sont ouvertes, on pèse les bulletins. Les voix sont pesées. 156. Pour l'adoption, 156. Contre 177. Le Sénat n'a donc pas adopté. Et nous passons à l'examen de l'article 9. Le vote de la loi est la fin de tout le processus législatif. Le texte doit être successivement examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat selon le système dit de la navette. En cas de désaccord entre les deux assemblées, une commission mixte paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs, se réunit pour élaborer un texte de compromis. Si cette commission échoue, le gouvernement peut, dans certains cas, donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas le dernier mot dans la loi ordinaire, mais dans les lois constitutionnelles et dans les lois organiques, quand elles concernent son fonctionnement, son pouvoir est égal au pouvoir de l'Assemblée nationale. Mais ne pas avoir le dernier mot ne veut pas dire ne pas avoir d'influence. L'objectif est de permettre à l'ensemble de nos concitoyens... Et puis le Sénat a une forme de liberté. Je vais citer sa position dans le cadre de la loi audiovisuelle, assez autonome. Je vais citer la réflexion qu'il a conduite sur la rétention de sûreté, sur les tests ADN. Tout ça, c'était au cours de l'année 2008. Avec une préoccupation très forte ici, le pragmatisme,
mais aussi, au fond, de respect des libertés individuelles et collectives. Il est logique qu'il y ait une chambre des pulsions, c'est l'Assemblée nationale. La pulsion et la réflexion, d'ailleurs. Nous sommes un balancier stabilisateur.